En me demandant de faire la synthèse du jus de cerveau pressé pendant la soirée, j'avais pour consigne discrète de rappeler que la com est un métier. Alors, je ne savais pas si j'allais vous saouler, vous rassurer, vous amuser en recyclant ce discours que je tiens à l'envi. Reste que pendant toute la soirée, j'ai été relativement encouragé à le faire, donc ça m'a plutôt confirmé dans cette direction. Tout ce que j'ai entendu ce soir, en déambulant parmi vous, va dans ce sens et le prouve. Oui, la com est un métier. C'est un métier, c'est aussi une fonction d'écoute, d'observation, d'empathie, qualité indispensable pour créer de la relation. C'est ça notre métier. Être à l'écoute, ça ne veut pas dire se faire dicter ce que l'on a à faire, mais ça permet de connaître ses cibles, de connaître son environnement, et l'humilité n'est pas incompatible avec l'autorité professionnelle qu'il nous faut savoir assurer et assumer. Ce soir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous n'avons pas fabriqué d'outils. Et c'est pourtant ce à quoi la com est souvent réduite, fabriquer des outils. Nombre de citations dans les couloirs ou l'escalier, d'ailleurs, nous le rappellent, non. Ce soir, nous avons produit de l'intelligence. Parce que c'est ça notre métier. C'est d'abord produire de l'intelligence. Et c'est aussi ce qui permet de rappeler que la communication, c'est une fonction stratégique bien plus qu'un service support. Alors la com est un métier, quelle nouvelle! Personne ne l'ignore ici, personne ne l'ignorait, j'imagine. Pourtant, ce message est bien difficile à faire passer au-delà de nos cercles de communicants. La communication, c'est un écosystème de métiers avec plein de facettes, et la com numérique est une d'entre elles. La com numérique, c'est donc bien un métier, ou en tout cas une facette de la communication, ou une des composantes du métier de la com. Mais comment le faire comprendre à un ou une DGS ou à des élus qui vous expliqueront que parce que leurs enfants sont sur Facebook, alors ils vont leur demander leur avis, voire ils vont valider votre travail, votre stratégie, votre réflexion, vos efforts et ceux de vos équipes depuis des mois. Comment expliquer que dans le public, comme dans le privé, je vous rassure, je ne sais pas si c'est rassurant, on recrute des personnes, des professionnels de la communication, pour ensuite soumettre leur travail, leurs compétences à des non-professionnels de la communication, voire même à des enfants. Manifestement, il nous appartient de communiquer aussi sur notre métier pour nous faire connaître et reconnaître. Et là, il y a encore du boulot, et nous sommes censés savoir le faire puisque c'est notre métier. Alors peut-être que l'exercice de la communication de crise est une opportunité pour valoriser notre profession et notre professionnalisme, mais je suis certain que le numérique aussi. La techno, le jargon, le juridique autour de la com numérique sont autant d'opportunités pour démontrer la singularité et le professionnalisme de la communication et notamment de la communication numérique. Ma mission ce soir, puisque je l'ai acceptée, c'était de faire la synthèse de tous les ateliers. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire ma synthèse de la synthèse à laquelle vous venez d'assister, mais je suis allé picorer quelques informations en fonction de ce qui me touche plus particulièrement. Aussi là où j'ai remarqué qu'il y avait foule, et puis là aussi où il n'y avait pas forcément une grande appétence à se diriger vers certains sujets. Cela a été dit en intro, le regard sur le handicap et l'absence de considération portée aux handicapés en France est assez affligeant. On a parlé de honte, je ne suis pas certain que le nom soit suffisamment fort pour voir quel est notre regard et le regard de notre société sur le handicap. Et est-ce que nous, communicants, n'avons pas un rôle à jouer aussi pour changer ce regard sur le handicap? Les personnes handicapées, nous les considérons comme des personnes qui ont quelque chose en moins. Je ne prends pas souvent les Émirats arabes unis comme exemple, mais dans ce pays anglophone, on ne parle pas d'handicap comme dans les autres pays anglophones, on parle de people of determination, des personnes qui ont quelque chose en plus, la détermination. Et est-ce que c'est pas vraiment ça, être une personne handicapée pour survivre dans notre société si rude et si violente? Alors pour l'accessibilité dans la communication numérique, notre sujet de ce soir, j'ai noté que pour commencer, avant d'essayer d'être vertueux, il fallait déjà commencer par essayer d'éviter de faire un certain nombre d'erreurs. J'ai noté ne jamais oublier de décrire les images. Ça paraît simple, mais c'est vrai que parfois c'est plus facile et rapide de ne pas le faire. D'éviter les gras et les polices particulières.
Et souvent, on pourrait avoir envie, tendance à mettre des mots en gras en s'imaginant qu'ils seront plus lisibles. En réalité, ils apparaissent plutôt comme des pâtés illisibles et imbuvables. Peut-être aussi limiter l'écriture inclusive, dont j'ai longtemps et toujours été un partisan, mais seulement au terme épicène et à la rédaction des noms au masculin et au féminin, parce que les points milieux ou les points médians sont en réalité excluants au lieu d'inclure, alors que c'est ça supposé être la démarche. Autre sujet, les réseaux sociaux. N'omettez pas dans les réseaux sociaux l'aspect social de ces réseaux. Notamment, répondez, interagissez avec vos communautés. Et je pense, ça a été dit et partagé, qu'il faut peut-être préférer pratiquer, avoir de bonnes pratiques, sur un nombre limité de réseaux, plutôt que d'être présent en masse sur tous les réseaux, mais finalement avec de mauvaises pratiques. Et privilégier la quantité à la qualité. Côté réseaux sociaux et numériques en général, une des recommandations que j'ai vues sur un des murs me paraît tellement essentielle parce que le jour où je l'ai appliqué, ma vie a changé. Couper les notifications. Je vous assure qu'on devient ou qu'on est moins cinglé quand on n'a plus des notifications qui tombent toutes les secondes sur son téléphone. Et ça ne change rien si ce n'est que ça vous rend plus efficace parce que vous avez finalement l'esprit plus libre en allant consulter, certes, régulièrement vos notifications, mais en tout cas, vous n'êtes plus soumis à ce diktat de l'information qui tombe en continu. Pour l'éditorial en général, la qualité de l'écriture et sa compréhension par le plus grand nombre est un enjeu, ça a été évoqué. Des 15-25 ans aux seniors, on communique toujours pour créer de la relation, pour se faire comprendre par le plus grand nombre, pas pour se faire plaisir, ni pour faire plaisir à un élu. Restez donc accessible par le langage, c'est vraiment un des enseignements de cette soirée. N'inventez pas une forêt urbaine pour inaugurer un parc. Et espace vert, je vous le confirme, est très bien compris par la population, donc il existe des mots simples qui peuvent être utilisés pour véhiculer les mêmes messages. À chaque fois que vous céderez à un élu qui voudrait vous imposer une néolangue, ce sera un échec de com public. Pour autant, ce n'est pas forcément facile d'être confronté à sa hiérarchie ou un élu. Alors peut-être ne faut-il pas se braquer, éviter l'affrontement direct, qui donnera certainement l'avantage à l'autorité politique. Proposer plutôt, ça a été dit, mais je me répète un peu parce que j'ai préparé ma synthèse, de tester pour faire confirmer l'idée, par exemple. Et si l'idée n'est pas validée, ça sera plus facile de le faire accepter parce que ça sera factuel et neutre. Et ça évitera tout à fait toute question de relation entre le communicant et son élu. En passant du côté de l'éco-conception, là, je n'ai pas de sentiment qu'on l'ait évoqué, j'ai retenu que chaque éco-geste compte, même le plus symbolique. Oui, il ne va certainement pas changer l'avenir de la planète, mais c'est une façon d'entrer dans de bonnes pratiques, de les renouveler, de les montrer, d'être un rôle modèle. Et la com publique se doit évidemment d'être exemplaire. Mais attention de ne pas se donner trop bonne conscience uniquement en se limitant à l'éco-conception. J'ai appris sur le stand Green IT, pas le plus fréquenté ce soir, qu'on sait compter le carbone, mais que l'enjeu le plus important n'est pas là. L'enjeu le plus important, c'est de compter les matières premières qui s'épuisent. 80% de l'impact du numérique vient de la phase de fabrication et non pas l'usage. Est-ce que nous en sommes bien conscients? Je n'en suis pas certain, je ne l'étais pas moi-même en tout cas. Il est notamment important de savoir où est hébergé un site web. Est-ce que c'est en France ou à proximité, ou est-ce que c'est à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est dans un data center sécurisé, responsable? Est-ce qu'il y a des indicateurs publics et partagés sur ce data center? Voilà des questions qu'il est utile de se poser pour être certain d'avoir une communication numérique aussi responsable qu'on le voudrait ou qu'on le prétendrait. Ce soir, nous avons aussi beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Saviez-vous que l'IA peut avoir un impact sur votre cybersécurité? Savez-vous que l'IA est capable d'aller violer vos données au sein de votre propre organisation, si les infos n'ont pas été correctement cloisonnées, protégées? Oui, c'est un sujet très IT parce qu'il concerne mais il concerne aussi directement les communicants, parce que ça passe et ça utilise les plateformes qu'on utilise pour notre communication. Ça nous concernera aussi quand il va falloir faire de la gestion de crise, parce que nos données auront été utilisées, perdues ou volées. Je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence réelle,
qu'il nous appartient toutefois de ne pas abandonner par facilité ou paresse intellectuelle justement. Ceux qui par facilité notamment ont abandonné leur éthique et leur mission d'information, ce sont les nombreux journalistes qui depuis des années, au lieu d'informer, politisent l'actualité jusqu'à la façonner pour ensuite mieux la commenter et nous entraîner vers la peur, vers la haine, vers la violence, vers la peur de l'autre. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que la responsabilité du communicant public, du fait de son éthique, du fait aussi de sa proximité, qui inspire confiance, peut-être que sa responsabilité sera aussi de plus en plus celle de la juste information face à l'irresponsabilité des médias. Et pour reboucler avec l'introduction de Marc, mais j'ai pas de compteur, moi, je fais ce que je veux. Tu viens de m'apaiser, toi. Mais ma phrase était, pour conclure, et reboucler avec l'introduction de Marc, j'ai retenu que l'intelligence collective, ce n'est pas de l'intelligence collectée. Mais ce soir, c'était assurément de l'intelligence rassemblée, grâce à vous et grâce à l'Observatoire de la com publique numérique, que nous pouvons remercier.